Nos invités, Linda Lenné, vous êtes rédactrice en chef de l'Éco-Touristique, co-auteur du livre « Quand le tourisme s'éveillera » avec Jean Viard, c'est publié aux éditions de l'Aube. Bonjour. Bonjour, Jean-Paul Chapelle, éditorialiste économique à France Télévisions et en duplex depuis Nantes, à côté de Saint-Nazaire. On retrouve Vincent Groiselot, vous êtes rédacteur en chef de Mer et Marine, un média qui est spécialisé dans l'actualité maritime. Merci de participer à cette émission en direct. D'abord, je vous propose un peu de cocorico, de revoir la fierté des salariés et des habitants de Saint-Nazaire quand ils ont livré le bateau World of America. C'était en mars dernier et c'est exactement ce même bateau d'ailleurs que vient de commander à nouveau pour 2 exemplaires supplémentaires MSC Croisière. On regarde d'abord le sujet de Sandrine Fedel sur cette fierté des habitants de Saint-Nazaire. Il a pris le large. Après plus de 2 ans de construction dans les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, le MSC World America vogue désormais vers les États-Unis. Un départ suivi ici avec une certaine fierté. Que notre technologie parte à l'autre bout du monde, c'est magnifique. Bah là, je m'apprête à grimper dessus tout de suite. J'ai participé du début de la construction jusqu'à la fin. Donc on le voit en tas de ferraille et on le voit après entièrement fini. Avec ses 22 ponts, cette ville flottante propose une vingtaine de restaurants. Des bars, des salles de spectacle, 7 piscines. La démesure des bateaux de croisière se confirme. Le MSC World America mesure 333 mètres. Il est plus long que la Tour Eiffel, haut comme Notre-Dame de Paris. Il peut transporter 6700 passagers. Il est à peine plus compact que l'Icon of the Sea, le plus grand paquebot du monde, mis à l'eau l'an dernier. À côté, le célèbre Titanic paraîtrait bien petit. Jean-Paul Chapelle, est-ce qu'on n'a pas la fierté honteuse? Parce que oui, on dit ces bateaux, ils polluent. On va en parler. Oui. Mais quand même, quand on voit la bête, on se dit quel génie que d'arriver à faire flotter des paquebots comme ça qui peuvent emporter jusqu'à 9000 passagers. En tout cas, il y a peu de secteurs où la France joue un rôle important sur le plan industriel. Et là c'est le cas. Enfin, on pleure suffisamment sur ArcelorMittal, sur d'autres industries qui sont déclinantes. À Saint-Nazaire, on a du travail par-dessus la tête. En tout cas, jusqu'en 2030, ouais. Pour au moins 3000 personnes dans le groupe et bien plus encore chez les sous-traitants. Donc, oui, c'est une fierté. C'est aussi à noter, et c'est pas si fréquent, le succès d'une nationalisation. Parce que je vous rappelle que les chantiers navals ont été nationalisés en 2018. Donc c'était Bruno Le Maire, donc Emmanuel Macron, qui ont choisi de ne pas laisser partir cette technologie chez nos concurrents italiens, parce que donc à l'époque l'actionnaire était sud-coréen et a fait faillite. Et alors, si on regarde dans le détail les raisons du succès de cette nationalisation, c'est que c'est basé d'abord sur la demande. C'est-à-dire qu'on en reparlera. Les croisières. Les croisières, voilà, le succès des croisières. Donc, il y a une demande mondiale. Et puis, également, une des raisons, c'est que la qualité et la fiabilité, pour l'instant, on fait la différence en France. Et avec des innovations, aussi des biocarburants qui remplacent progressivement le fioul, donc une technologie, on va dire, un peu plus vertueuse. Vincent Groiselot, vous êtes à Nantes, à côté de Saint-Nazaire. J'ai dit tout à l'heure, un navire là qu'on vient de voir est vendu 1,7 milliard d'euros, puisque les deux, c'est 3,5 milliards. Donc un navire, c'est l'équivalent de 17 Airbus à 320. Pourquoi je fais ce parallèle? Parce que c'est vrai, on ne cesse d'être très fiers d'Airbus à Toulouse. Est-ce qu'à Saint-Nazaire aussi, les petits-enfants, ils ont les yeux émerveillés en se disant « c'est ici qu'on fabrique les plus beaux et les plus gros paquebots du monde ». Oui, bien sûr. Alors, on a aussi de la fierté entre Nantes et Saint-Nazaire avec Airbus, puisqu'il y a quand même 3 usines d'Airbus entre les 2 villes, dont une qui est juste à côté des chantiers, qui fabrique les tronçons d'avions qui sont ensuite assemblés à Toulouse ou à Hambourg. Mais bien évidemment, c'est dans l'histoire de la ville. Ça fait plus d'1 siècle et demi que ce chantier est là. Il est réputé, évidemment, en France, tout le monde le connaît. C'est une industrie, même quand les gens sont jamais venus sur la côte. Saint-Nazaire, ça parle. Les chantiers de l'Atlantique, ça parle. Et puis, évidemment, vous avez toutes les familles du secteur de la grande
différentes régions qui ont probablement eu au moins une personne dans leur famille, que ce soit la génération actuelle ou les générations précédentes, qui ont travaillé au chantier. Donc oui, beaucoup de fierté pour une activité qui longtemps a été cyclique, c'est-à-dire que régulièrement le chantier était en difficulté. La dernière fois, c'était en 2012. On n'est pas passé loin de la faillite. Et puis, le chantier a réussi à rebondir. Ils ont réussi à retrouver de nouveaux clients et on arrive à cette situation qui est quasi inédite en termes de charge. On parle de ces navires de MSC. Ils font partie d'une série de 10 paquebots qui sont en construction et qui vont être construits d'ici 2030 pour MSC, pour Royal Caribbean, pour d'autres armateurs. Ça va du petit voilier de luxe de croisière avec 50 suites à bord au méga paquebot à 2800 cabines. Donc c'est très vaste, c'est à l'image du marché, c'est très diversifié, ça se développe beaucoup. Et on rajoute en plus à ça des navires militaires, des ravitailleurs pour la Marine nationale, bientôt le prochain porte-avions de la Marine nationale. Et puis également, les chantiers se sont diversifiés, c'est aussi une des clés de leur succès dans les énergies marines, avec des sous-stations électriques, ces gros postes de transformation d'électricité dans les champs éoliens qui vont récupérer l'électricité des éoliennes qui est produite pour la renvoyer ensuite vers le réseau électrique terrestre. Et ça, c'est un marché également en pleine croissance. Voilà, donc la croisière, le militaire, les énergies marines, ça fait beaucoup d'activités pour Saint-Nazaire où maintenant on a à peu près 9000 personnes, salariés sous-traitants, qui travaillent chaque jour sur le site. Voilà, parce que vous le disiez à Vincent Groiselot, c'est le ministre de l'Industrie qui se félicite d'une reconquête industrielle, parce qu'évidemment, ces technologies civiles sont utilisées dans le militaire. Il y a 500 sous-traitants. C'est toute une filière avec des applications qui vont au-delà de ces paquebots. Oui. C'est pour ça qu'on arrive à fabriquer aussi des porte-avions, des frégates et des sous-marins. Oui, et si on peut noter ce point, il y a eu aussi une grande flexibilité dans la production. Alors, la CGT met en garde contre les dangers et d'une certaine précarité, mais les 2/3 de l'activité, et donc les 2/3 des salariés, sont dans des petites entreprises sous-traitantes. Sous-traitants. Eh oui, 6 000 versus 3 000 dans les chantiers de l'Atlantique. Linda Lenné, est-ce que, comme dans l'aéronautique, on est les meilleurs et pas de concurrents à l'horizon? Ou est-ce que, attention, il faut toujours être en veille et certains commencent à faire des paquebots qui, un jour, pourraient nous faire de l'ombre? Oui, c'est une bonne question. Effectivement, on le disait à l'instant, les chantiers de l'Atlantique sont un fleuron de l'industrie française. C'est 150 ans d'expérience, c'est l'héritage de chantiers précédents. Et si on reprend l'exemple de MSC, parmi les 23 navires de sa flotte, 19 ont été construits à Saint-Nazaire. Ils ont 23 paquebots, 19 construits à Saint-Nazaire. Voilà, MSC exploite des bateaux. Il dit que c'est l'un des plus gros clients français qu'on ait jamais eu, parce qu'ils ont saigné pour 18 milliards de commandes. C'est l'un des clients les plus fidèles des chantiers de l'Atlantique. Et d'après la CLIA, qui est l'association réunissant les plus grandes compagnies de croisière dans le monde, 97% des paquebots de croisière sont construits en Europe. Donc en France, à Saint-Nazaire, mais également en Italie, en Finlande, en Allemagne. Donc on a réussi finalement à développer une industrie européenne de la croisière. Et les Chinois, ils ne savent pas faire de... Alors même que les clients sont pour moitié américains. Les croisiéristes sont pour moitié américains. Donc c'est l'un des paradoxes. Par contre... Donc quand on fait une croisière aux États-Unis, on a forte chance d'être sur un navire made in Europe et pourquoi pas made à Saint-Nazaire. Exactement. Alors, concernant la Chine, c'est un bon point. Effectivement, la concurrence est en train de s'organiser. L'année dernière, on a assisté au lancement du premier paquebot de croisière construit en Chine. C'est l'Adora Magic City, un paquebot de plus de 5000 passagers sur 16 ponts, avec des fournisseurs internationaux, mais la compagnie qui s'appelle, et qui est chinoise, bien sûr, Adora Cruises, dit qu'elle va justement s'organiser pour petit à petit avoir sa propre chaîne de production. Et pour ce faire, elle a d'ailleurs recruté un ancien de Carnival, qui est la première compagnie de croisière au monde et qui est américaine. Et très symboliquement, l'année dernière, on a eu donc ce premier paquebot chinois qui a pris la mer et en même temps, vous le montriez à l'écran, le plus grand paquebot du monde
qui, lui, a fait son lancement. C'est l'Icon of the Seas de Royal Caribbean, donc un bateau de 7600 passagers. Autrement dit, la bataille navale de la croisière est lancée. Et les Chinois, on le sait, notamment grâce à des spécialistes comme François Gaudemont, savent en général ensuite passer à l'ère industrielle. Donc c'est un premier paquebot chinois et il devrait y en avoir derrière bien d'autres. C'est bien de se soucier de la concurrence, c'est comme ça qu'on ne se fait pas dépasser. Alors en attendant, à Saint-Nazaire, on tourne, je cite le patron de Saint-Nazaire, les chantiers tournent déjà à 110% de leur capacité. Il y a du travail jusqu'à moins en 2030. Pourquoi ? On l'a dit tout à l'heure, grâce au boom des croisières. Alors quelles sont les clés du succès et pourquoi les croisières sont-elles tant plébiscitées ? C'est un sujet de Camille Rijad. Devenus des géants des mers, les paquebots attirent de plus en plus. 34,6 millions de passagers l'an dernier. Sur le port de Marseille, ce couple originaire de San Diego voyage pour la première fois dans un navire. L'équipage est très accueillant. La nourriture est délicieuse. Le bateau est très propre. Et il n'y a pas que les retraités qui en profitent. La clientèle rajeunit. L'âge moyen des croisiéristes est passé de 49 ans en 2019 à 46 en 2024, grâce à de nouvelles attractions. Vagues artificielles pour surfer, toboggan XXL, piscine ou encore jacuzzi, de quoi séduire cette touriste américaine. Il y a de la musique, il y a des divertissements pour les familles aussi. Ce succès des paquebots fait les affaires de cette commerçante marseillaise. Les croisiéristes représentent 70% de son chiffre d'affaires. J'ai changé mon offre, puisque maintenant je fais des choses faciles à emporter, un peu plus de cartes postales, des illustrations. Désormais, un navire sur 5 accueille plus de 3000 passagers. Alors, Jean-Paul Chapelle, plus 9% l'an dernier, 35 millions de passagers dans le monde. Il y a peu de secteurs d'activité qui ont ce niveau de croissance au niveau mondial, faut bien le dire. Et c'était pas évident, c'est pas totalement intuitif. Ça pose d'ailleurs la question du tourisme de masse, parce que c'est globalement... Quand 10 000 ou 7 000 passagers se déversent sur le petit port de Dubrovnik, ça fait des dégâts. Voilà, je crois que même l'Icons of the Seas, là, le plus grand, il peut... 7 000, disait Linda. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 8 000. Oui, 600. Oui, bon, enfin 7600. Bref. Voilà. Alors c'est effectivement. C'est une ville qui débarque. C'est un choix. J'allais dire, c'est un choix de société, c'est un choix de vacances. C'est vraiment pas des vacances, on va dire pittoresques. On est vraiment avec beaucoup de monde sur le même bateau, avec des animations qui attirent beaucoup de gens de plus en plus jeunes. On l'a dit dans le reportage. J'ai fait le calcul. Les 320 palaces flottants qui sont actuellement donc sur les mers du monde entier, ça représente 326 000 lits. C'est plus que la capacité hôtelière du Maroc. Donc c'est quand même c'est un Maroc flottant. C'est un Maroc flottant, voilà, avec des prix qui ont baissé. Je lisais que à partir de 400 € la semaine, on pouvait avoir un premier prix. Bon, alors on n'a peut-être pas les 7 piscines, le simulateur de surf, etc. et les 40 restos pour ce prix-là. Mais enfin bon, il y a des croisières premier prix à partir de 400 € la semaine. Linda Lenné, est-ce que vous avez de plus en plus de demandes pour ces croisières et qu'est-ce qui attire? Est-ce que les Français, d'ailleurs, parce qu'il paraît que surtout en Europe du Nord, que ça marche très bien, en Allemagne ou des pays comme ça. Alors, le marché global, vous l'avez présenté, c'est, on va dire, 35 millions de croisiéristes dans le monde. La première clientèle, ce sont les Américains. Ils représentent la moitié du marché. C'est la croisière s'amuse? C'est la croisière s'amuse, mais plus moderne maintenant. Comme on le disait à l'instant, il y a quand même beaucoup plus d'activités que par le passé. La France se situe au 10e rang seulement. Environ 573 000 Français ont choisi la croisière l'an dernier. Donc, c'est en légère baisse par rapport à 2023. Et surtout, on n'est pas encore au niveau record de 2016, où on avait 615 000 Français. Et pour vous donner un ordre d'idée, en Allemagne comme en Angleterre, il y a plus de 2 millions de croisiéristes chaque année dans chacun de ces marchés. Donc 4 fois plus, quoi. 4 fois plus. Donc, ce que disent les compagnies de croisière, c'est qu'il y a un beau potentiel de croissance, à condition, bien sûr, de lever
certains freins. Et pour justement essayer de conquérir de nouvelles clientèles, les compagnies, en fait, ont beaucoup diversifié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une croisière, il y a des croisières. Si, par exemple, vous souhaitez découvrir l'Égypte autrement, vous pouvez faire une croisière à bord d'une felouk, qui est le bateau traditionnel des pharaons. On n'a pas besoin d'être sur les bateaux de 7000 places. Pas nécessairement. Donc, vous avez cette petite embarcation à la voile, vous déplacez avec le vent et avec également le courant du Nil. Et puis, à l'autre échelle, vous avez l'Icon of the Seas. Et entre les deux, vous avez 50 nuances de croisières, des croisières fluviales, des croisières thématiques, des croisières avec les enfants, les petits-enfants. Et puis, vous avez également tous les prix. L'an prochain, Accor va lancer en fait un voilier de luxe très haut de gamme, enfin, un voilier de luxe, pardonnez-moi. Et là, en fait, pour seulement 2 nuits, 3 jours à Venise, il faudra payer la petite suite, 18 000 €. Vincent Groiselot, on a vu ces très beaux, ces énormes paquebots. C'est vrai que très beaux, moi je les juge, mais il y en a qui les jugent, qui se trouvent très polluants. Ces énormes paquebots sortir de Saint-Nazaire, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne aussi bien et que MSC Croisières ne cesse d'en commander? Que vient-on y chercher? Que vient-on y trouver? C'est un secteur, en fait, d'abord, ça marche parce que le tourisme marche, le tourisme global se développe. Vous prenez l'aérien, par exemple, on a retrouvé largement les trafics que l'on avait avant le Covid, et ça se développe énormément. La croisière nous représente, en taux de pénétration, c'est-à-dire le nombre de personnes qui prennent un voyage organisé, seulement 2% prennent une croisière. Donc c'est ça aussi qui fait dire aux compagnies que le potentiel de croissance, il est impressionnant. Et donc, comme on le disait à l'instant, les croisières, c'est pas uniquement des grands paquebots, c'est également des navires plus petits, soit des petits paquebots, soit des petits navires d'expédition, par exemple. Et donc, vous pouvez avoir une croisière qui va d'une expédition vers, par exemple, le Groenland ou vers l'Antarctique, ou vers des îles complètement isolées de la Polynésie ou d'Océanie, jusqu'à effectivement des grands trajets touristiques en Méditerranée occidentale, ou bien évidemment dans les Caraïbes, sur ces palaces flottants, qui ne sont rien d'autre finalement que des clubs de vacances terrestres bien plus équipés, bien plus grands, avec beaucoup plus d'animation et beaucoup plus de monde que ce que l'on trouve depuis des décennies à terre. Donc c'est ça aussi qui fait le succès. Et puis ces grands navires, pourquoi ces grands navires? Pourquoi toujours plus de passagers sur les bateaux? Parce qu'en fait, on massifie. Les armateurs, en mettant beaucoup plus de monde, rentabilisent mieux leurs navires et donc peuvent proposer des produits d'appel qui sont beaucoup moins chers. Quelques centaines d'euros, on l'a dit, pour l'accès à ces croisières. Donc ça veut dire aussi que le bassin de population qui peut faire une croisière, aujourd'hui, il est extrêmement large et tout le monde, presque ou presque, peut partir en croisière. Ce n'est plus un mode de vacances élitiste comme ça l'était encore il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, eh bien, ça coûte, au départ de Marseille, probablement moins cher de faire une semaine de croisière en Méditerranée que d'aller en camping dans le sud-est de la France. Voilà la réalité et c'est aussi pour ça que ça se développe. Linda Lenné, c'est vrai que est-ce qu'il y a des arbitrages qui sont faits au profit d'une semaine sur un club de vacances sur les mers par rapport à une semaine en club en Tunisie ou au Maroc où il faut payer l'avion en plus pour y aller? Oui, mais Vincent, effectivement, le disait très justement, la croisière est devenue un produit concurrent des clubs de vacances en raison de toutes les animations à bord. Il y a donc des parcs aquatiques. On peut également s'amuser sur un mur d'escalade. Il y a les spectacles de Broadway. Donc, il y a énormément d'animations. Et au niveau du prix, les compagnies ont justement essayé de cibler les familles en général avec une politique assez intéressante. Si, par exemple, vous êtes 2 parents et que vous souhaitez partir avec vos 2 enfants de moins de 18 ans, la gratuité de la croisière est assurée. Donc, pour les enfants? Pour les enfants. Donc, ça veut dire que les enfants ne paieront pas donc, la croisière. Seuls seront facturés des taxes. Donc, je me suis renseignée hier. Donc, sur une croisière en Méditerranée l'été prochain, ces taxes montent à peu près à 200 € par personne. Ah bah quand même. Enfin, par enfant. Ah bah ouais. Mais ça reste quand même très raisonnable par rapport au prix en haute saison d'une croisière, en tout inclus. Quand on est 7000 sur un même paquebot, il y a un anonymat, j'imagine. On ne se connaît pas tous, quoi. Du coup, on a l'impression, non? On ne se connaît pas tous. Alors, c'est effectivement... Ou on connaît son voisin de cabine. Convivialité un peu subie, néanmoins... Ah, subie, ça veut dire que
On est un peu les uns sur les autres. Alors, néanmoins, sur les grands paquebots, en fait, maintenant, il y a beaucoup d'îlots de convivialité. C'est-à-dire que j'en parle à l'instant, on peut faire des activités avec vos enfants, avec vos petits-enfants, un peu comme dans un parc d'attractions ou un peu comme dans un club de vacances. Donc, il y a des moments où, effectivement, où vous êtes un peu plus dans l'intimité. Mais néanmoins, c'est un village flottant. Donc, si vous êtes dans une grande ville avec 10, 15, 20 restaurants, avec des activités que vous choisissez. Néanmoins, ces géants des mers, on l'a dit, sont accusés de causer de la pollution, pollution visuelle et pollution surtout atmosphérique, au point qu'ils ont été interdits à Venise il y a 4 ans. Je vous propose de voir ce reportage sur la pollution de ces géants des mers, décrié par les habitants des grands ports. Leur présence divise toujours les Marseillais, les navires de croisière et leurs milliers de touristes. Une activité qui pèse dans l'économie, autant qu'elle inquiète certains habitants. De son jardin, Michel Rosier les observe de très près. Aujourd'hui, pas de fumée visible, mais parfois ces paquebots en rejettent abondamment dans l'air. Car même à quai, les moteurs continuent à tourner pour alimenter les bateaux en électricité. Ça me fait des irritations, je tousse, bon voilà, donc ça fait peur surtout. Via une association, elle s'est dotée d'un capteur citoyen pour faire ses propres relevés de pollution. On a eu des pics, mais des pics où on dépassait de 10 fois les normes de l'OMS. À Marseille, les inquiétudes refont surface. Le collectif Stop Croisière réclame l'interdiction des escales. On va faire du travail auprès des élus, on va faire du travail auprès des habitants, on va à un moment donné discuter avec les armateurs pour leur dire ce qu'on pense. Ça me semble assez aberrant, encore une fois, de nous demander de faire des efforts à nous, alors que ces gros monstres vont pouvoir se pavaner sans aucun problème là-dessus. Chasser les bateaux de croisière. À Venise, c'est fait. Les géants des mers sont interdits dans le centre historique grâce à une mobilisation citoyenne et politique. Partez, partez! À Dubrovnik, en Croatie, décision a été prise de limiter les passages des navires pour lutter contre le surtourisme. Jean-Paul Chapelle, c'est vrai qu'on n'a jamais autant parlé du surtourisme, et c'est vrai que ces géants des mers en sont un symbole très visuel avec leurs 7000 passagers. Oui, alors effectivement, il y a 2 niveaux de pollution, si je puis dire. La caricature, c'est effectivement ces milliers de passagers qui débarquent et qui finalement qui n'apportent rien au commerce local, puisqu'ils ont déjà à bord les restaurants, les cafés, les boutiques, etc., voire les casinos. Donc c'est vraiment, voilà, il n'y a que les nuisances. Et puis il y a la pollution qui a été mesurée, parce que si on prend rien que les navires de croisières qui ont été fabriqués en Europe, on a calculé qu'ils ont émis sur une année autant d'oxyde de soufre que l'équivalent d'1 milliard de voitures, ce qui signifie qu'ils ont pollué 4 fois plus que toutes les voitures qui circulent en Europe. Alors ça, c'est pour le soufre. Et puis il y a le CO2. Donc là, un navire de croisière moyen, il émet environ 2 fois plus de CO2 par passager qu'un avion sur la même distance, et 4 fois plus qu'une voiture à essence. Enfin, les navires de croisière, ils ont le droit de rejeter les eaux usées en mer, pour peu qu'ils le font à plus de 22 km des côtes. Donc, vous imaginez, parce qu'ils produisent près de 2 millions de litres d'eau usée par jour, 19 tonnes de déchets solides par jour. Vous imaginez ce que ça représente, c'est énorme. Linda Lenné, on parle beaucoup de la pollution, on en parle beaucoup ici sur l'avion, et pourtant, on s'aperçoit que ça ne dissuade pas. Alors, ça énerve les habitants à Marseille, ça on comprend, mais les passagers, est-ce qu'il y en a certains qui vous disent « Ah non, moi, la croisière ou l'avion, je suis contre ». Il n'y en a pas beaucoup. Alors, parmi les Français, il y a quand même un peu de cruise bashing, exactement comme dans l'aérien. On parlait de flag scam, donc la honte de prendre l'avion. Donc, il y a aussi la croisière honteuse. Ah, oui. Mais c'est vrai que... C'est pas quelque chose qu'on va dire. Dans la population, en fait, à un repas, entre amis, on ne doit pas forcément, effectivement, fanfaronner sur ces dernières vacances sur un paquebot. Néanmoins, ceux qui ont déjà goûté la croisière, en général, ils aiment beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un taux de repeaters en anglais, enfin, un taux de récidivistes qui est très important. Quand on aime la croisière, en général, on en devient un ambassadeur. Et c'est là-dessus que les compagnies de croisière misent beaucoup. Vincent Groiselot, votre regard sur cette pollution, alors, quelle qu'elle soit, visuelle, atmosphérique ou en termes de surtourisme, en termes de toutes les nuisances que forcément véhicule un paquebot, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, parce que maintenant, les chantiers navals de l'Atlantique disent qu'on peut mettre du GNL biosourcé
Mais enfin, on sait que la plupart de ces navires fonctionnent au fioul lourd, qui est le carburant le plus polluant de la planète. Oui, alors il va falloir établir un petit peu aussi j'allais dire un petit peu vérité. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis ce secteur-là. Les efforts sont considérables par rapport à ces problématiques environnementales. Si l'ensemble de l'industrie en général et l'ensemble de l'industrie maritime en particulier étaient aussi dans l'objectif et faisaient autant d'efforts que ce que les croisiéristes font, par obligation, parce qu'ils n'ont pas le choix réglementairement ou par pression d'opinion publique, peu importe, ils le font, eh ben, je pense que ça serait beaucoup mieux. Marseille, par exemple, il y a tout un tas d'autres sources de pollution qu'on pourrait s'y intéresser. Les ferries, on a une zone industrielle au portuaire qui est non loin, autour de l'étang de Berre, pareil, pétrochimique, qui fait quand même beaucoup de pollution. La réalité, c'est que la réglementation s'est extrêmement durcie. On parlait des émissions de soufre. Aujourd'hui, il n'y a plus d'émissions de soufre pour la bonne et simple raison que l'Organisation maritime internationale impose que les navires traitent leurs émissions de soufre. Donc, ceux qui fonctionnent au fioul lourd ou au gasoil sont équipés de systèmes de lavage des fumées qui éliminent les oxydes de soufre. L'OMI met aussi en place des réductions d'émissions d'oxyde d'azote, le NOx, qui est aussi un des grands polluants nocifs pour la santé. Donc ça aussi, c'est en cours de traitement. Et quant aux émissions de CO2, là, c'est autre chose. On n'est plus sur de la santé publique, on est sur des gaz à effet de serre. Donc là, il y a aussi beaucoup d'efforts qui sont faits. Donc de nouveaux carburants, oui. Le GNL, effectivement, qui a été mis en place. GNL qui pose quand même des problèmes parce que il sera réellement... liquéfié. Oui, le gaz naturel liquéfié. Alors aujourd'hui, malheureusement en Europe, dans la situation actuelle, le GNL, en grande partie, c'est soit soutenir l'effort de guerre russe avec du GNL qui provient de Sibérie et qui arrive notamment dans des ports français, ou bien c'est soutenir l'industrie du gaz de schiste américain, puisqu'on a compensé les arrêts d'importation de gazoduc russe, de gaz par gazoduc, par des importations de gaz américain qui en grande partie c'est du gaz de schiste. Néanmoins, il y a beaucoup de travaux aujourd'hui pour faire du bio-GNL ou pour faire du GNL de synthèse. De même qu'il y a un travail sur le méthanol qui lui aussi va permettre d'éliminer ces polluants et de réduire les émissions de CO2. Là aussi, il faut le produire de manière synthétique. Sur des petits navires comme des ferries, on peut imaginer de l'hydrogène. Bref, il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a l'optimisation technique des navires, des moteurs qui sont plus efficaces, des lumières qui ne s'allument pas partout et n'importe quand. Bref, on optimise partout au point que un des plus gros paquebots qu'on construit à Saint-Nazaire, ou une des plus grosses séries, l'Harmony of the Seas, quand il est sorti en 2016, il consommait 25% de moins que ses aînés construits en Finlande en 2009 et 2010. Et depuis, il y a encore des efforts qui ont été faits, au point que, par rapport à MSC, eh bien, ces bateaux qui sortent, les World, aujourd'hui, la consommation de combustible par passager est diminuée de moitié par rapport aux bateaux qui sortaient en 2008-2009. Donc il y a énormément d'efforts qui sont faits. Certes, il y en a encore à faire, c'est évident, mais pour ce qui est vraiment des polluants, notamment les oxydes de soufre, les oxydes d'azote, ça aujourd'hui, ce n'est quasiment plus une question parce que réglementairement parlant, de toute façon, ils sont obligés de les traiter. Voilà, des chantiers navals qui se sont... Un progrès sur l'azote, mais en attendant, quand la croisière s'amuse, c'est quand même un peu la nature qui trinque. Chacun se fera son opinion. Merci beaucoup d'avoir éclairé en tous les cas sur ce beau succès pour les chantiers navals de l'Atlantique. Deux paquebots pour 3,5 milliards d'euros. Vous restez sur France Info et nous on se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée, à demain.